Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, un nouveau format qui s'appelle le Dîner des chefs. Une émission qui se compose en fait d'un dîner privé qui rassemble des Chief Executive Officers ou des Country Managers de différentes sociétés AdTech, MarTech, éditeurs, mais également des annonceurs. Et je vous propose sans plus attendre de retrouver les invités de cette émission, imaginée avec les équipes de Media Rhythmix. Cookieless, l'overdose, peut-on passer à autre chose? Véronique, tu as ouvert l'enveloppe, est-ce que tu as un avis là-dessus? Je pense que c'est beaucoup lié au calendrier. C'est un peu comme l'année du mobile, on en a soupé, mais là, on est à peu près sur un timing de 2-3 ans, où finalement, la position de nos amis browsers, que ce soit du Safari, du Mozilla, ça fait quand même maintenant 3 ans qu'elle est à peu près claire et qu'on sait qu'on opère sur un scope qui varie selon les pays, mais plus ou moins 20%, voilà. Là où le suspense demeure et que le calendrier fait que peut-être tu t'es un peu lassé, de mon point de vue, c'est uniquement lié beaucoup aux positions de nos amis de Google et donc Chrome. Et que Privacy Sandbox, mais aussi Topics sont des sujets qui au fur et à mesure reculent. Donc là, c'est toujours les mêmes alternatives. D'un côté, on se dit, si ce calendrier, c'est déjà après-demain, on va le remettre en bas parce qu'on a d'autres prios, c'est vrai pour nous tous, des roadmaps produits, et ce serait finalement pas mal de se dire qu'on va réouvrir le sujet alors que c'est juste maintenant, avec l'éternel, 3 alternatives telles que je le vois, en tout cas moi, c'est-à-dire évidemment, first party data, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la valeur de mes actifs en tant que tel, qu'on soit d'ailleurs annonceur, parce qu'on n'en a pas beaucoup autour de la table là, mais c'est un énorme enjeu qui est souvent un peu malmené, de mon point de vue. First party data, et puis évidemment les alternatives ID, où là, on voit des initiatives, et d'ailleurs formidables, parce que même locales, qui se démultiplient, et en même temps... cookie synchronisation, moi je me dis tout le temps, si on va se faire ID synchronisation, ça va être un peu compliqué pour faire simple. Et après, contextuel, qui est toujours là où on obtient le plus de reach. Voilà comment je vois les choses aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas lassée parce que je pense que mon idée, c'est d'essayer que les 3 soient menés de front pour qu'on apporte des solutions pour faire du media planning opérationnel, efficace, tout ce qu'on veut dans un monde post-cookie. Voilà. Un sujet éminemment stratégique, je trouve, pour le marché. C'est mon opinion en tant que publisher, pour 2 raisons. Un sujet de temporalité, parce que dans ce marché, en fait, on s'y prend sur des sujets stratégiques souvent trop tard. Et là, tout le monde en fait n'importe quoi et ça monte et on a besoin de poser ce genre de questions. Et donc, Cookieless est un bon exemple parce que c'est arrivé, je dirais, seulement il y a 1 an et demi, avec une montée en puissance sur le contextuel que nous avons dû à toutes les sauces. Tout le monde a été pris en défaut. Oui, c'est tout à fait. Mais faute de mieux, on nous a vendu comme l'Eldorado du contextuel. En tant qu'éditeur, c'est mon opinion. Hein. Vous m'avez posé la question. Et donc, nous qui vendons à la fois beaucoup de digital, mais aussi du print, pour nous, c'est clairement un retour dans le Moyen-Âge, dans le digital. C'est notre opinion. Et donc, il y a forcément d'autres solutions à trouver, comme celui d'un first party cookie publisher. Et donc, on l'a testé chez nous, on a bien vu qu'en fait, que c'était possible, cross-site, même cross-entité juridique, comme entre Cerise et Prisma Media. Et donc, voilà, donc là, en fait, il y a 2 collaborateurs qui sont partis sur leurs propres ailes pour lancer leur boîte First ID. Et ça rabat un peu les cartes potentiellement pour les éditeurs, parce que le business model, c'est plutôt aussi que le buy-side, en fait, paye un peu plus que le sell-side, si ce n'est pas l'intégralité. Et les éditeurs, en fait, retrouvent leur petit, mais c'est un sujet purement ID, pas data. Donc, ça répond à toutes les exigences peut-être qu'on va discuter dans d'autres questions ce soir. Et donc, je pense qu'il faut s'y préparer. En tant qu'annonceur, sur la fin des cookies tiers, en fait, c'est assez marrant parce que je me rappelle déjà au tout début, quand c'était l'arrivée de la RGPD, etc., on s'était dit, OK, les cookies tiers, on va pouvoir capitaliser dessus. Au fur et à mesure, maintenant, les cookies tiers vont disparaître. Au final, ça fait déjà
2 ans que les cookies tiers doivent disparaître, 3 ans. On continue à capitaliser dessus à fond. On fait quand même encore beaucoup de choses avec, beaucoup de cas d'usage. Voilà, on fait quand même pas mal de choses avec. Ce qui est cool, on va dire, du fait que ce soit repoussé, c'est que on a eu le temps aussi d'observer ce qui se passait sur le marché. Et il s'est passé pas mal de choses, mais nous, par exemple, comme beaucoup d'annonceurs, on ne s'est pas trop positionné, quoi. On s'est posé des questions, on s'est dit, bon, ok, peut-être il faut capitaliser sur d'autres types de données, mais globalement, on n'a pas trop avancé, quoi. Et là, on voit émerger quelque chose qui nous intéresse, qui commence à nous intéresser, qui commence à faire leurs preuves. Et donc, c'est cool, en fait, d'une certaine façon, que la fin des cookies tiers a été décalée, parce qu'au moins, on a un peu le temps de voir ce qui se passe et de comprendre un peu ce vers quoi on peut se positionner. C'est super difficile, en tant qu'annonceur, de se dire c'est exactement ça la solution ou c'est exactement ça. Il faut tester, il faut apprendre, etc. Là, au moins, on a un peu le temps, on a eu le temps de voir ce qui se passe, on peut implémenter tranquillement. Mais c'est marrant parce que avec Stéphane, on discutait il y a quelques jours et Stéphane avait mentionné quelque chose que je suis un peu obligée de mentionner du coup. Et il a dit, bon, Google, la fin des cookies tiers, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Et je crois qu'on partageait un peu le même constat, on se disait peut-être que ça va être encore décalé et peut-être qu'on va avoir encore le temps. Ouais, moi je pense que l'histoire des cookies, moi je pense que je suis lassé parce que c'est pas un vrai sujet. T'es lassé toi aussi. Ouais, je suis lassé par ce sujet. On devrait travailler ensemble. Voilà. Je vais faire très court. Je pense qu'il y a un problème de temporalité. Mais je pense que pour élargir un peu le débat, et c'est un peu aussi le sujet d'avoir des dîners comme ça pour élargir les débats, je pense que c'est un sujet de la modernité. C'est qu'en fait aujourd'hui, par rapport à tous les sujets qu'on a dans notre actualité politique, économique, mondiale, on a un problème de temporalité. C'est ce que Jean Covici appelle la tragédie des horizons, c'est qu'en fait, ça va arriver. On sait qu'il n'y aura plus de pétrole, on sait que le climat va nous jouer des tours, on sait que les cookies, un jour, à la rigueur qu'ils disparaissent ou pas, c'est pas le sujet. Ce qui est dérangeant, c'est qu'ils appartiennent à Google. Enfin, c'est que Google ait le pouvoir de les supprimer ou pas. C'est ça qui me dérange. Moi Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Voilà, on a un problème de temporalité qu'on est en train de gérer. Et je pense que le côté cool, effectivement, comme tu dis, de l'histoire, c'est que c'est une industrie qui... Non, mais c'est une industrie qui a du mal à aller vite. Enfin, qui a du mal à se préparer. Je pense qu'il y a une industrie qui réagit beaucoup dans l'instant, beaucoup dans le buzz. On parlera tout à l'heure, il y a d'autres buzzwords dans le moment auxquels on doit tous réagir, mais il y a un problème de temporalité. Je pense que le vrai sujet, c'est un sujet de souveraineté, parce que je pense personnellement que c'est possible que Google ne puisse pas, pour des raisons de problématiques, qui sont liées au droit à la concurrence aux États-Unis. Ils se sont fait taper sur les doigts avec Facebook il y a 2 semaines. Ils ont passé vraiment une semaine horrible, parce qu'en même temps, l'Europe leur a donné une amende de 4 milliards pour des problèmes de concurrence. C'est possible qu'ils se disent on ne va pas mettre le doigt là-dedans, parce que sinon, effectivement, on va encore payer des milliards. Donc, on va garder les cookies tiers. Ça ne doit pas nous empêcher, nous, je pense, tous, de trouver plein d'autres solutions, parce que c'est des sujets de souveraineté aussi, d'être capable de, quelque part, cibler, organiser une économie, quelque part, du marketing intelligent, du marketing où on sait cibler les bons utilisateurs au bon moment, c'est aussi avoir une économie qui ne dépend pas de quelques acteurs. First party data, la cultiver, point d'interrogation. La vraie alternative face aux GAFA, point d'interrogation. Je vais bien continuer sur ma lancée, moi, du coup. T'es chaud, vas-y, Bastien. On faisait un petit aparté sur le contenant et le contenu, et le fait que c'était aussi l'opportunité de s'équiper d'outils pour valoriser cette donnée. Je ne parle pas de support de first party cookie ou de third party cookie, mais de les valoriser. Et vous, annonceurs, enfin toi, annonceur en l'occurrence, je pense que vous avez compris que la raison pour laquelle les internautes viennent sur Internet, c'est pour aller sur les sites de Prisma, entre autres, sur le Canal+, etc., et pas pour aller voir le site de L'Oréal et consorts, et que du coup, la valeur de la donnée, elle est vraiment de ce côté-là. Et si vous n'avez pas d'outils qui sont capables de valoriser ces données aussi bien d'un point de vue de l'audience que d'un point de vue du contenu, finement, de façon plus granulaire possible, ça va être compliqué. Donc il y a un petit temps un petit peu désagréable où les éditeurs vont plus pouvoir vendre des campagnes intentionnistes auto s'ils ont que des sites qui parlent de football. Par contre, ce site de football, il faut qu'il soit mieux qualifié qu'avant et que ses audiences soient mieux qualifiées qu'avant. Le fait de pouvoir partager dans un environnement sain et sécurisé, sans data leakage, etc., 2 sets de données,
Aujourd'hui, je pense que ça a une valeur. Et on a un peu le cycle de la clean room avec la hype, la déception, et on va bientôt entrer dans la phase d'adoption. Les clean rooms, elles vont se développer beaucoup plus quand on aura pu cet identifiant qu'est le cookie tiers. Mais du coup, d'une certaine façon, la first party data et la second party data sont ton opinion de la solution face à la fin des cookies tiers. Non, encore une fois, c'est deux sujets différents. Non, On j'ai parle pas d'un compris. contenant et d'un contenu. Ok. L'identifiant sur lequel va être hébergé, stocké, collecté cette donnée, activé cette donnée, que ce soit un identifiant persistant, un first party cookie avec des solutions qui émergent, ou même du contexte avec ses limites, c'est un autre sujet que qualifier sa donnée, enfin, de mon point de vue. Moi, j'ai le sentiment que jusqu'à présent, la data, elle a été beaucoup activée demand side. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, côté DSP, avec justement une non-valeur, là où, face à la question que tu as posée, on reprend du pouvoir côté, finalement, alors, éditeur, pour le coup, oui, mais aussi potentiellement annonceur, et que c'est une revalorisation des assets supply side, et que ça a une valeur qui pour le moment est un peu entre les deux. Ça dépend, parce que tu as des annonceurs qui ont beaucoup de first party data. Exact. Non, mais c'est pour ça. Il y en a qui en ont zéro. Non, mais annonceur, c'est pas tant annonceur. Bien sûr que quand on est dans un secteur comme le retail, la first party data, où on est opérateur telco, par définition, ou avec un système d'abonnement, canal, la first party data, elle est juste incroyable. Quand on est sur certains sites e-marchands, elle a aussi de la valeur. Mais le sujet, c'est que on reprend moins au sens dans la chaîne programmatique, la valeur, pour moi, supply side et moins demand side, qui aujourd'hui, c'est l'essentiel de l'activation de la data. Si on prend les 5 dernières années, en termes juste de follow the money, follow the money, jusqu'à présent, c'était demand side. En tout cas, c'est ma vision. Oui, donc ça crée des vraies opportunités. Et je pense, tout à l'heure, on parlait de l'overdose, du cookie, etc. Je pense que c'est une vraie révolution et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et que overdose, peut-être, de cette capacité, en fait, la publicité depuis 20 ans s'est construite, c'est une espèce de grande cathédrale de 1000 feuilles avec tout un tas d'intervenants. Et tout d'un coup, la fin du cookie met un peu à mal toute cette cathédrale qui avait été construite depuis 20 ans et qui permettait de faire le fameux one-to-one qu'on a tellement vendu, survendu, valorisé depuis 25 ans. Et donc, effectivement, c'est une période un peu nouvelle, mais qui crée, je trouve, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un vrai potentiel d'innovation, une vraie possibilité de reprendre la main côté éditeur sur la qualité des données et sur la capacité de créer de la valeur avec ces données. Et puis, il y a effectivement ce problème de souveraineté, qu'on peut parler souveraineté européenne versus américaine, souveraineté entre différentes typologies d'acteurs. Et donc, je pense que c'est une période de transition, donc c'est un peu une période pénible parce qu'on cherche des solutions, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, on teste, etc. Mais je pense que c'est une période absolument essentielle parce qu'on était arrivé à un point où le one-to-one n'était plus acceptable parce qu'il était allé un peu loin, je pense, en termes de privacy. On a un exemple où on a essayé de contourner ce problème de la data n'est pas là où sont les inventaires, hors GAFA, qui est la création d'une alliance data et médias française qui s'appelle Gravity, dans laquelle nous sommes actionnaires fondateurs. Et c'est très important parce qu'en fait, en plus, on a deux grandes telcos qui sont les concurrents confrères pour toi, mais qui ont sans hésiter effectivement signé le deal d'apporter leur data, la valoriser par CPM, et ensuite l'appliquer sur l'inventaire, mais que des membres de Gravity. Et, Une partie, Philippe. Une partie. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont segmenté leur data, ils n'ont pas donné toute leur data. Non, la data disponible est activable sur tous les contributeurs de Gravity en inventaire, mais pas tous les membres donnent toute leur data. Notamment Télé, par exemple, pour ne pas les nommer. Toute la donnée est voilà. Mais en tout cas, les telcos, absolument, ont donné leur data pour ensuite... voilà.
Et on a fait un BP en toute transparence au début, 50 data, 50 médias, parce que ça ne s'est jamais produit en fait, cette constellation, on va dire, d'avoir beaucoup d'apporteurs et data et médias. En plus en data, on est allé fort quand même, parce qu'il y avait la data déterministe des telcos, il y avait la data donc comportementale liée à l'inventaire contextuel des publishers, il y avait la data même transactionnelle, Fnac Darty, d'autres e-commerçants, il y avait même la data géologue de Page Jaune et Solocal en l'occurrence. Et en fait, finalement, la réalité, donc 5 ans plus tard, était que la data est valorisée à 15% et le média à 95%. Parce qu'une data considérée relativement chère est appliquée évidemment que sur les CPM médias aussi chers pour que le mix en fait vaille le coup. Donc ça, c'est la première remarque. Et sinon, je voulais faire juste une petite analogie pour les éditeurs parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans le monde du marketing digital aujourd'hui, qui est quand même à 2 tiers opéré en programmatique, et normalement, si ça continue comme ça, on va finir à 80%, et c'est un peu le cours de l'histoire. C'est comme si vous êtes en fait un maraîcher au marché, d'accord, et votre client vous dit que non, ça c'est une tomate, ça c'est une aubergine, tu n'y connais rien, il sort 10 € et à la fin vous avez 4. D'accord? Sauf que vous avez tout produit, tout l'inventaire. Non, voilà. Non, mais ça c'est le millefeuille et ça c'est la taxe ad tech, hein, comme on l'appelle, qui est quand même pour un éditeur en perception l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. Et donc il est temps quand même, voilà, en tout cas avec un comportement de qualification des ID, parce qu'en fait l'ID tu l'appelles le contenant, c'est vrai que l'ID ne sert que en fait à être adressable, mais la data absolument elle appartient ensuite en fait à celui qui agrège le plus d'audience et les qualifie à travers ses contextes et ses contenus. Et donc il y a une répartition de valeur qui ne fonctionne pas aujourd'hui, où effectivement les GAFA se gavent. On le voit chaque année dans le baromètre IPU du SRI. Et je pense que donc, dans la data first party, entre annonceurs et publishers, avec 10 000 étapes intermédiaires qui font disparaître 60% de la valeur, comme dit Bastien, dans les clean rooms et des types de coopération similaires, il y a des choses à faire qu'on n'a pas encore trop fait jusqu'à aujourd'hui. Même y inclut des maillages de contexte ou de contenu, où on peut avoir des liens permanents entre les partenaires stratégiques, parce qu'un annonceur dit que à la fois ton contexte m'intéresse, tes audiences m'intéressent, et peut-être même tes valeurs en tant que partenaire français m'intéressent, et de créer en fait des passerelles permanentes qui permettent de qualifier absolument même sans cookies, et créer aussi des liens business pour qu'un éditeur ne devienne pas juste un pourvoyeur d'audience dont il ne connaît pas la raison pour laquelle elle est achetée, et finalement devenir business partner. Donc ce que tu dis, si je peux me permettre, ce que tu dis, Philippe, c'est que la donnée first party, c'est un essai pour briser la souveraineté des GAFA en fait. Oui, entre autres. Ouais. Ça renforce les éditeurs. Ouais. Ou des connexions directes. J'essaie de revenir au sujet. Hein. Et ça peut être annonceur. Là où je pose la question, est-ce que jusqu'à présent, puisque Christophe tu disais ça, c'est que l'un ne va pas sans l'autre en termes de valeur et de business plan jusqu'à présent, très média plus data, voire plutôt 80% médias, voire 90%. Moi, mon avis, c'est qu'il y a un marché qui a été aussi un peu, comme toujours, par des pratiques un tout petit peu biaisées. C'est-à-dire que, désolé, mais c'est demand side, à partir du moment où vous pouvez activer gratuitement côté acheteur, et nos amis annonceurs ne s'en rendent pas toujours compte, c'est-à-dire qu'en faisant le choix d'imposer finalement un mode d'achat et un DSP, bien, dans le fond, on active gratuitement des audiences. Gratuitement. Merci la tech tax. Merci la tech tax, parce que c'est ça le sujet. Je vais faire l'avocat des peut-être, mais pour l'avoir été de l'autre côté, c'est d'autant. Ok. Mais du coup, en l'activant de cette manière-là, dans le fond, la valeur de l'autre côté, elle est beaucoup plus difficile à reprendre. Donc la question c'est, demain dans un BP, si on a gagné la partie dans un monde un peu d'après, comme tu dis, dans cette période, on va faire que dans un BP, la ligne data, elle va représenter un revenu qui peut être soit en activation sur ses propres assets, parce qu'on décide de se créer son wall garden et on considère que ces assets sont suffisamment forts, ou en faire une donnée transactionnelle qui va faire que tu vas aller discuter avec un assureur
plutôt que celui qui te ressemble le plus est le groupe média d'à côté, parce que tu considères que dans tes assets avec des titres télé et autres, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et là, on est dans une autre logique. Alors, CDP, DMP, dualité ou complémentarité? Il y a deux univers, moi, ce que j'ai compris. C'est qu'il y a un univers qui arrive de la gestion des audiences à grande échelle. Il y a beaucoup d'observations, beaucoup d'événements. Il y a un univers qui arrive du CRM où on a des individus complètement identifiés avec un adresse email ou un numéro de téléphone, etc. Et ce qui est en train de se passer dans l'industrie Martech et AdTech, c'est que en fait, ces deux mondes sont en train de se rapprocher et se pose la question, soit pour faire de la meilleure publicité, soit pour créer des transactions à partir d'une audience qu'on fait acheter ou qu'on convertit en abonnés. Est-ce qu'on prend deux technos, donc une DMP d'un côté pour gérer la pub et de l'autre côté une CDP pour créer des transactions à partir des audiences, ou est-ce qu'on prend une seule techno? Donc c'est un petit peu l'enjeu de la question. Et sur le marché, c'est un marché qui est en train de bouger. Il y a certains acteurs qui prennent une seule techno parce qu'ils veulent faire les deux. Ils pensent que ça fait du sens d'avoir un seul silo de data, une seule base de données, parce que de toute manière, c'est les mêmes personnes dont on parle. Et il y en a d'autres qui se disent, non, c'est deux départements différents, même si c'est dans la même boîte, et peut-être qu'il faut deux technos parce que on peut chacun gérer sa technologie. Et donc le sujet, c'est un petit peu comme ça que je voulais l'amener. Et voilà. Est-ce que tu as un avis là-dessus, moi, je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux. Et je pense qu'effectivement, c'est une chose d'avoir une connaissance figée à un instant T, c'en est une autre de comparer, mais ça peut être fait par les mêmes acteurs. Après, c'est des briques technologiques qui peuvent être différentes, mais ces briques technologiques peuvent fonctionner dans un même ensemble. Donc, par exemple, je stocke ma donnée dans un certain univers et j'ai un add-on qui me permet de faire de la data collaboration. Après, tout ça, c'est des problématiques techniques, mais je pense que le point clé, c'est quels sont les objectifs. C'est quoi l'objectif de comparer sa donnée? Est-ce que c'est pour avoir de la mesure et de l'insight? Est-ce que c'est pour faire de l'enrichissement? Est-ce que c'est pour être activable? Est-ce que, etc. Et c'est en fonction de ces objectifs qu'il va falloir derrière proposer une technologie qui va bien. Donc, dans un certain cadre, on peut être dans la DMP. Si on veut rajouter de la data collaboration, il faut proposer un add-on technique. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais une brique technologique supplémentaire. Et il faut que le tout soit le plus fluide possible pour atteindre les objectifs souhaités, d'un côté par l'éditeur et de l'autre côté l'annonceur. C'est technique, mais c'est aussi financier. Est-ce que ça fait du sens d'avoir plusieurs bases de données avec plusieurs en général, c'est j'ai une base de données quelque part. Enfin, moi, je ne suis pas du tout annonceur, je suis côté technologie. Je pense que c'est des technologies différentes, mais ces technologies peuvent fonctionner dans des mêmes univers. Ce que tu opposes là, c'est DMP et Clino? En fait, là, c'est CDP et DMP. Oui, c'est ça. Mais après, c'est comment tu compares. Alors après, moi, je ne connais pas tous les acronymes parfaitement bien, je dois l'admettre. Mais dans les objectifs, c'est d'un côté, je stocke de la donnée, de la first party donnée, et je l'active en fonction de segments. Dites-moi si j'ai tout juste. Et de l'autre côté, je compare cette donnée avec de la donnée tiers, etc., pour pouvoir l'enrichir et éventuellement prendre des décisions marketing ou publicitaires. Moi, j'ai l'impression, moi aussi, je suis nouveau sur le marché. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on a géré des audiences pour la pub, et puis on s'est dit, ah ouais, mais en fait, ces audiences, ça nous permet aussi à faire des ventes. Transactionnel. Là, on est passé dans un monde commerce, d'ailleurs, pas i. Aujourd'hui, il y a quand même une grande transformation du marché, c'est qu'en fait, le commerce et l'advertising sont en train de se rapprocher. Donc, on parle de commerce média aujourd'hui. Et en fait, c'est tout l'enjeu, parce qu'on va revenir sur le sujet un peu plus tard, mais ok, la donnée pour la donnée, mais pour l'enrichir, comme tu disais, pour faire quoi? Moi, j'ai envie de dire, c'est pour vendre en fait. C'est pourquoi faire au final. Mieux vendre. Mieux vendre, ouais. Voilà. Bien sûr. Mieux trouver ses clients. Mieux adresser. Mieux adresser les clients. Un message, parce que donc, tu peux aussi la décider. question est assez fondamentale en fait. Oui, moi c'est aussi. une question technologique, mais cette évolution de DMP vers CDP, je pense que c'est pas seulement lié aux cookies. C'est ok, la pub, so what? Il y a un mot que tu as utilisé qui est le mot anonyme, qui est hyper important à mon avis dans la définition des deux. C'est-à-dire que tu as en gros la théorie DMP-CDP,
peu importe le buzzword, comment l'utiliser, etc. Si tu veux un peu forcer le trait, DMP, tu t'adresses à des audiences anonymes avec quelques disparités. CDP, tu t'adresses à des clients. C'est un peu ça la définition. Après, la réalité, c'est que d'une plateforme DMP à une autre qui est CDP, en fait, nous, on va avoir, alors je ne sais pas comment on s'appelle en ce moment, il faudrait que je regarde avec notre marketing, mais il faut, et vous avec le vôtre, enfin, tu vois, en fait, nous, on va avoir certains use cases de certains clients qui vont être des use cases purement CDP, d'envoi d'email, de choses comme ça, et vous qui vous définissez comme CDP, si je ne me trompe pas, nouvelle génération, Next Gen CDP, vous allez avoir peut-être 90% de vos use cases qui vont être des use cases de DMP, etc. Et en fait, c'est juste d'énormes buzzwords. Par contre, là où je te rejoins, c'est que tu as des CRM connectés à rien, surtout pas en temps réel, et des plateformes qui existent depuis très longtemps, qui devraient, hein, enfin c'est facile à dire, mais presque tout casser et tout construire tellement il y a un écart avec ce qui est possible de faire aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a des DMP, peu importe, enfin en tout cas nous, sur la table, et qu'on va tous vers cette direction qui est la CDP, et que finalement j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros avantage de notre côté, parce qu'on maîtrise déjà le temps réel, on est déjà ultra connecté à tout le marché, et on n'est pas en train d'envoyer des courriers sans vouloir offenser qui que ce soit. Tu as raison, mais en fait, déjà, sans vouloir rendre tout technique, est-ce que tout le monde est conscient qu'il y a une vraie contrainte, et sans doute Stéphane serait mieux placé pour en parler autour de la table, il y a une contrainte technologique en fait. Hein. Et, il est là. C'est-à-dire que d'un côté, on va gérer des identités connues. Effectivement, tu as raison, le mot anonyme est important. Et de l'autre côté, on gère des audiences qu'on veut identifier. Et en fait, la CDP, c'est quoi? C'est le CRM pour des audiences consumer, donc à grande échelle. On voit souvent en fait ce débat se voit en fait au niveau des organisations. C'est-à-dire les annonceurs qu'on rencontre, en fait, on voit souvent le début de l'histoire, c'est souvent un département plutôt CRM ou perf d'un côté et un directeur marketing un peu de l'autre, ou CMO, ou branding absolument. Et en fait, on voit que dans les partenaires qui sont beaucoup plus matures dans la transformation digitale, que ça converge. Souvent, il y a un CMO ou CDO à la tête à la fin, et en fait, avec deux départements qui sont un peu plus bas de funnel et haut de funnel, et ils travaillent main dans la main ensemble. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que on a aussi des annonceurs qui viennent des secteurs qui sont naturellement, historiquement plus branding avec nous, qui nous challenge, ils disent qu'il faut que tu mettes sur le bas de funnel, tu as des super audiences, donc il faut que tu y ailles vraiment, comment on peut qualifier, comment on peut descendre, donc mon DMP vers CDP. Et ça c'est très récent, depuis à peu près 1 an, des gens de la perf qui viennent nous voir, qui disent qu'on a crevé les plafonds de verre avec les partenaires perf classiques. Il faut nourrir le... Toi, tu as les méga audiences, moi je vais monter avec toi dans le funnel vers le haut, au lieu de descendre. Il faut le nourrir de l'autre côté. Voilà, exactement. Ce qui est vraiment intéressant dans tous ces changements et ces révolutions, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, qui n'étaient pas des grands du marketing, etc., qui, grâce à la data, commencent à avoir un vrai pouvoir sur le marché. Donc, le retail, jusqu'à présent, on s'était pas tellement préoccupé, c'était plutôt les marques grande consommation qui étaient à l'initiative de grosses études, de compréhension marketing, d'évolution des usages, etc. Je pense beaucoup plus que le retail, et là, c'est en train un petit peu de basculer. Le retail est en train de s'apercevoir qu'il faut qu'il crée véritablement Il y a une raison simple, des instances avec de la donnée. Il y a plein de marques qui n'ont pas de data, en fait. C'est ça, mais en fait, justement, cette notion de donnée, cette notion de à qui appartient la donnée est en train de remodeler, en fait, un petit peu le paysage, de qui a l'information sur l'insight, sur l'usage, etc. Les opérateurs, jusqu'à présent, n'étaient pas des gens qui étaient extrêmement, je ne vais pas dire forts parce qu'ils faisaient beaucoup de publicité, mais en tous les cas au cœur de la donnée marketing. Aujourd'hui, les opérateurs ont une donnée extrêmement intéressante qui intéresse beaucoup d'annonceurs. Et donc, en fait, on s'aperçoit que dans cette révolution, Ils maîtrisent le consentement, ce qui est la clé. Et ils maîtrisent la donnée, parce qu'après, on peut faire pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'au-delà de DMP, CDP, d'outils technologiques, il y a de toute manière sur le marché de la pub et du marketing une espèce de redéploiement des cartes entre eux, de pouvoir, ou en tous les cas de discussion, qui a la meilleure donnée first party, en fait. On va y revenir à ça. En tous les cas, voilà. Oui, je voudrais juste glisser un petit mot sur la question de base qui était
Est-ce que les voilà, exactement. Est-ce que les CDP ou les DMP sont dualité ou complémentarité? Enfin, globalement, dans l'ensemble, l'analyse qu'on se fait là depuis quelques années, c'est de se rendre compte que c'est vraiment beaucoup d'acronymes. C'est beaucoup d'acronymes. Il y a des DMP qui sont en fait ce que d'autres peuvent appeler des CDP. Il y a même des outils de market auto qui sont en fait s'auto-proclament CDP. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans l'ensemble, les annonceurs ou même les régies, ils ont des besoins assez simples. Ils ont besoin d'un outil de segmentation et ils ont besoin d'un outil d'activation média. Donc ils vont avoir besoin peut-être d'une CDP comme outil de segmentation et d'une DMP comme outil d'activation média. Si elle fait les deux, bah, tant mieux. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait vraiment pour moi, c'est deux éléments qui sont extrêmement complémentaires et qui sont nécessaires si tu veux monitorer au global ta segmentation de tes utilisateurs sur tous tes leviers. Je dis bien tous tes leviers. Bah, il te faut à la fois une CDP, à la fois une DMP et peut-être même un routeur email. Qui va être, on va dire, le routeur email va être ce que la DMP est sur le média, quoi. C'est des briques de technologie. C'est juste ça, c'est juste des briques Après, de techno nécessaires. Est-ce que c'est un acteur ou plusieurs acteurs? C'est un débat plus business, ça, en fait. Oui, c'est ça. On oublie quelqu'un dans ce débat, hein, qui est juste le client et le consommateur. C'est-à-dire, si en fait je suis client déjà et j'ai l'impression d'être référencé auprès d'une marque ou d'un service ou d'un produit, et cette même marque m'adresse des paroles par texto, email ou même pub maladroite, je dis que mais ils font pas leur boulot en fait. Et en fait cette maladresse, on la vit en tant que consommateur tous les jours. Et ça ne paye pas en fait sur le crédit de sympathie ou d'attractivité d'une marque. Le curseur est très difficile à régler, tu as raison. Oui, mais le consommateur s'en fout des problèmes et de non, mais tu as raison. Je te rassure. Non, mais tu as raison. Justement, le back-end, il s'en fout. Non, mais est-ce qu'on n'a pas dépassé en fait cette ère-là, parce que l'ère du retargeting débridé. Je parle pas de retargeting. C'est plus complexe. D'abord CDP, il y a 50 CDP ou 60 CDP sur le marché. Plus que ça. Et encore ça en met, donc voilà. Oh. Voilà. Non mais moi ce que j'ai découvert, entre la CDP telle que les gens du CRM se l'imaginent, la CDP telle que les gens du média se l'imaginent, qui des fois la nuance entre DMP et CDP, elle est juste ok, ou c'est un ID ou c'est un cookie, mais en grosso modo c'est pareil. Et ces deux mondes-là, ils ne se parlaient pas, je pense, il y a quelques années. Là, ça commence à... La pression publicitaire, je reçois des SMS de telle marque, qui en même temps, je vois une pub, mais ce n'est pas les mêmes équipes. Et donc, à un moment, il y a un sujet, même pour l'annonceur, de dire, je vais gérer la pression commerciale, je vais gérer ma communication qui n'est pas juste média, ou qui n'est pas juste CRM. Et c'est tout le sujet. Moi, je pense que le problème de la CDP, c'est qu'il y a des CDP qui n'ont rien à voir entre les unes avec les autres, en fait. Et qu'on met derrière ce terme comme d'un... Ça veut dire quoi? Elles n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'elles gèrent de manière différente? Elles gèrent d'autres sujets, il y a des sujets d'activation, enfin d'autres choses. Oui, tu as plein de variétés là. La première des variétés, c'est la taille de l'entreprise. Est-ce qu'elle fait du B2C ou du B2B? Voilà. Si elle fait du B2C, est-ce qu'elle fait du B2C comme un opérateur télécom, comme un opérateur de télé ou comme un petit site e-commerce? quelle est la data qui a le plus de valeur? Franchement, c'est une question sans réponse. Enfin, ça va dépendre toujours de la finalité, quoi. Si j'ai envie de... Tu veux leur vendre des abonnements ou pas? Tu veux faire quoi? C'est est-ce que je veux garder... Le déménagement pour Canal+. Non, ou de télé-loisirs aussi. De télé-loisirs. Non, mais c'est... voilà, si je veux acquérir de nouveaux abonnés, évidemment, je vais avoir une donnée qui va être hyper valorisée chez des partenaires ou quand enfin, voilà, des appétents séries, des appétents cinéma. Si je veux faire, je sais pas moi, une stratégie d'upsell ou de choses comme ça va être d'autres données qui vont être méga valorisées. Donc, ça, en fait, c'est une question vraiment sans réponse parce que c'est une question méga nuancée. Ça va toujours dépendre de ce qu'on va en faire derrière. Du coup, la donnée a de la valeur que si on sait ce qu'on va en faire derrière. C'est bien. C'est une bonne réponse. Hein. Des Bravo, c'est une bonne réponse, je pense. Et Philippe, chez les éditeurs? À part la donnée éditeur. Moi, j'ai une réponse en fait qui est plutôt issue du vécu, c'est-à-dire la data, vous vous souvenez, il y a à peu près 6 à 5 ans, c'était le sujet pour tous les comités, pour toutes les conférences. Il fallait parta, big data, data is the new black, c'était le truc qui change le game immédiatement. C'était justement, tu parlais de Crux, c'était l'ère, en plus on a bossé à l'époque ensemble. Et je disais que
la data en fait qui a le plus de valeur, et c'est celle-ci à qui on peut vraiment attribuer la valeur dans un BP. Je dis ça parce qu'en fait, la data est un projet tellement hypé que j'ai vu beaucoup de confrères ou on va dire partenaires écosystèmes qui ont investi lourdement avec des chief data officers, avec des équipes de data scientists qui étaient hyper chères, des DMP qui coûtaient, 500 000 par an, etc. Et après, on ne pouvait pas prouver en fait les ROI. Du coup, ce projet data en fait partait au prochain COMEX, révision de crise, au contingency plan en fait à la poubelle. Mais attends, si je peux me permettre, donc la data qui a de la valeur dans un BP, si je reformule. Donc... Non, pour moi, c'est une data en fait à qui on peut attribuer une valeur et la suivre dans le temps. Mais c'est quoi? Ça veut dire transactionnel? C'est ça que tu veux parler? Ça dépend en fait. Non, mais évidemment, il n'y a pas de réponse. C'est comme son haut de funnel tout à l'heure. Pour nous, la data, dans un groupe qui s'appelle Prisma Media, c'est une data en fait à qui on peut attribuer une valeur directe ou au moins indirecte. Donc, est-ce qu'on peut augmenter notre vente digitale, plus digitale grâce à la data? Est-ce qu'on peut transformer plus d'audience en abonnés? Est-ce qu'on peut… Donc, il fallait qu'on lui donne une valeur pour que les coûts associés à la data soient justifiables. Et je nous conseille à nous tous, dans toutes nos organisations, d'avoir ça en tête, même si ça paraît banal, mais il y a trop d'exemples que j'ai vus où le BP data était bancal, inexistant, pas rentabilisable, ou investi trop tôt, trop vite. Parce que vous connaissez la courbe de Gartner sur les hypes. Bah, préparez-vous juste à la chute et remontez surtout plutôt sur la deuxième colline. Et donc, c'est plutôt le non-usage, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fait un usage. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut que on peut tout faire dans la data. On peut prendre les super technos, etc. Mais si c'est pas traçable en effet business d'une manière ou d'une autre, c'est un projet qui va être killé. Donc voilà, sauf si vous bossez dans des ONG, je nous recommande en tout cas que la data et la valeur de la data tout simplement soient déjà juste tracées et qu'on permet en fait de monter en maturité data quand le business et la valeur business soient de plus en plus prouvées pour que ce ne soit pas un projet qui passe en fait à la trappe parce que c'est trop important pour notre avenir. C'était plutôt ça ce que je voulais dire. Je pense, si je peux me permettre. Dernièrement, il y a un acteur dans la tech dans le Martech, qui a réussi à monter à plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus. Peut-être parce qu'ils ont la data transactionnelle en fait. Et cet acteur, on le connaît tous, c'est Amazon. Donc est-ce que ça veut dire que cette data a plus de valeur que tous? Ils sont en train de tailler des croupières à tout le monde. Hein. Gilles, combien de startups qu'on a vues depuis 5 ans qui étaient méga hypées et qui ont disparu? Mais là, c'est pas. Dans la Là, data. on parle d'Amazon. Hein. On parle d'Amazon. Oui, bien sûr. Bah, je ne veux pas m'exprimer sur le… Enfin, dès qu'on a un dîner qui parle un peu de Martech, on sort les GAFA. C'est toujours facile, tu vois. Mais non, c'est mais comme un qu'est-ce que ça veut éditeur dire qui cite le New York Times. Non, mais à un moment donné, il y a autre chose aussi qu'Amazon. La data transactionnelle, bien sûr, elle a une valeur. Et j'imagine pour Amazon, elle est très facile à traquer et mettre dans un BP. Je suis pas sûr. Enfin, je suis d'accord avec toi que la valeur de la data transactionnelle elle est importante, etc. En revanche, la valeur de la donnée d'Amazon, en tout cas, ce qu'ils considèrent comme, à mon avis, le plus important pour eux, comme toi, tu considères être le plus important pour toi, c'est que si tu fais un petit peu, si tu ranges dans différents, si tu fais un petit peu des segments de ton audience très récurrente, etc., bah finalement, l'internaute, le lecteur, peu importe, qui vient tous les jours sur ton site et qui consomme 10 pages, sur lequel tu as plus d'informations, etc., il a plus de valeur que celui qui va arriver sur une page parce qu'il vient de chez Google et qui repart tout de suite. Amazon, la donnée, elle a une valeur parce que les gens, ils viennent tous les jours, qu'ils achètent tout. Donc, tu as de la granularité, tu as de la fréquence, tu as de la granularité et qu'ils connaissent ces audiences-là. Et pour revenir au sujet qu'on avait tout à l'heure sur les audiences éditeurs, comment je mieux te les… coupe là quand même parce qu'ils ne viennent pas tous les jours. Sinon, ils n'ont pas besoin de temps pour cibler ailleurs, dans les médias par Ils exemple. viennent beaucoup quand même. Hein. On revient effectivement au sujet qui est la meilleure data et la data la plus valorisée, c'est celle sur laquelle il y a plus connaissance d'usage. Mais exactement, la connaissance client. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les éditeurs, je ne serais pas étonné, je force un peu le trait, mais on part d'une… Je reviens sur l'activation. Aujourd'hui, l'activation de la donnée, quand on l'a en tête, on se dit, OK, tu as une DMP, tu fais du socio-démo. Bon, OK, tout le monde a coché la case, le fait de façon plus ou moins efficace, mais on est capable d'activer une donnée. Là, ce qui est en train de se dessiner, c'est que la partie activation, en fait, elle se fait sur de la donnée qu'on ne voit pas. Toute la donnée d'optimisation. Et pourquoi elle se fait beaucoup du côté éditeur? Parce que l'éditeur, il connaît ses audiences, il sait comment optimiser ses campagnes, etc. Et demain, je ne serais pas étonné, mais toi de me dire, Joséphine, j'exagère un petit peu peut-être, que demain l'annonceur vienne voir Prisma et lui dise « Ok, c'est mon produit, c'est mon objectif.
Tu connais tes audiences, tu connais tes clients. Bah, Fais en sorte que ça fonctionne. Comment dire? Alors oui, mais par exemple, oui, je suis d'accord. Mais je veux juste revenir aussi sur le point, par exemple, tout à l'heure par rapport à Amazon, quand on dit la donnée transactionnelle d'Amazon, Amazon gagne énormément d'argent, etc. Non, mais transactionnel, même pas forcément d'Amazon. Transactionnel. Transactionnel tout court. Moi, personnellement, juste je vais te laisser la parole, mais pour moi, le transactionnel, c'est la valeur de la data. On se met à la place, mettons-nous à la place, par exemple. Mais tu ne veux pas influencer, bien sûr. Si on se met à la place, je sais pas moi, d'un Netflix, au pif. On se met à la place d'un Netflix, on se dit, Netflix, qu'est-ce qu'ils vont aller faire pour acheter la donnée d'Amazon sur l'inventaire Amazon? Ça va pas leur apporter grand-chose, à part peut-être les gens qui viennent d'acheter une télé ou des choses comme ça. Un vendeur de coque de téléphone va beaucoup plus valoriser la donnée d'Amazon qu'un vendeur qu'un Netflix au pif ou un vendeur de je ne sais quoi. Mais globalement, Amazon, il va avoir de la valeur pour certains, il va en avoir aucune pour d'autres. La donnée transactionnelle d'Amazon a beaucoup moins de valeur pour moi en tant qu'annonceur que les gens qui vont regarder des programmes télé, par exemple. Oui, mais parlons juste de, si je peux me permettre, imaginons la valeur transactionnelle, coupons le Amazon. Peut-être que le revendeur de carton pour le déménagement, il a une donnée où il sait venir vers Canal+, et il dit « Moi, je sais que j'ai une base de données très qualifiée de gens qui sont susceptibles de prendre un abonnement Canal+, parce qu'ils déménagent et ils se posent la question de quand je m'installe, je prends un abonnement. Faisons-la comme ça. Il y a Alors aussi dans les ces cas-là, agences immobilières dans ces cas-là. Oui, aussi. alors dans ces cas-là, ce qu'on peut se dire, et je pense qu'on en revient au même sujet, je pense qu'on dit tous un peu la même chose, mais globalement, la donnée, quelle qu'elle soit, ne va avoir de la valeur aux yeux d'un annonceur, d'un éditeur, qu'en fonction du ROI ou autre chose, ou vraiment de l'objectif média, ou voilà, c'est exactement ça, en fonction de l'objectif que ça va servir derrière. Et du coup, c'est pour ça que je dis, en fait, moi, la donnée que je valorise, je vais la valoriser énormément et quelqu'un d'autre va en avoir rien à faire. Non, mais très bien. Et toi, la tu as bonne beaucoup de nouvelle, données. c'est qu'il y a Est-ce que- beaucoup de données. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs avec de la donnée, et pas uniquement les GAFA. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que tu dis ça, mais en fait, ça dépend dans quel environnement, même période économique. Je note que dans un monde très short terme, retour sur investissement, on l'a beaucoup prononcé comme mot. Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'être sur de la data transactionnelle, c'est le point de contact de bas de funnel. Et est-ce que, du coup, c'est pas une question qu'il faut se poser, c'est que, hélas, lorsqu'on consomme un site de cuisine pour aller prendre une recette, on peut se dire, très bien, shopping list, possibilité d'acheter les produits pour la recette. Mais la réalité, c'est qu'on est un petit peu plus loin du parcours d'achat, parce qu'on est déjà finalement dans l'anticipation. Et donc, du coup, très souvent, ce qu'on constate, c'est que oui, la valeur de la data, elle est souvent actionnée en bas de funnel, et que du coup, on dévalorise pour des mauvaises raisons la valeur plutôt de data média et haut de funnel, parce que même il faut espérer, c'est que si vous passez du temps sur un article, vous n'êtes pas dans l'idée d'aller concrétiser la transac là, juste dans la minute. C'est-à-dire que le temps passé, il n'est pas bon. C'est un sujet super intéressant. Mais en fait, moi, je pense que la réponse, et c'est un sujet qui peut-être amène la réponse, qu'il faut le transactionnel et le média, en fait. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. J'insiste un peu sur le commerce média. Non, mais justement, c'est compatible. C'est que peut-être que Philippe, en représentant Prisma, il veut arriver vers la marque Renault ou L'Oréal. Il est peut-être un énorme pourvoyeur je sais que quand tu de viens potentiel regarder d'acheteurs. telle vidéo chez moi, ça a généré telle vente. C'est pas de la donnée transactionnelle à laquelle j'ai directement accès. Mais c'est le problème de last click. Mais Gilles, c'est le problème du modèle last click. C'est qu'on vit encore et on peut dire ce qu'on veut. Le last click modèle reporting, on en est encore là. Oui, mais c'est ça le problème. Juste pour finir, non mais c'est un bon problème peut-être. Parce que peut-être que Philippe est en position, en représentant les éditeurs, de se dire, moi je connais, messieurs de la marque XYZ, je connais vos clients.
et vous ne les connaissez pas, et je peux vous dire ce qu'ils regardent chez moi, et je peux vous dire ce que ça fait comme vente. Et c'est ça qui est génial avec la donnée first party et la donnée disponible aujourd'hui sur le marché, parce que si on se remet dans cette optique-là, tu as par exemple de la donnée issue de, je dis n'importe quoi, de Se Loger, de Nexity, de Foncia, etc., que l'on va pouvoir croiser avec de la donnée éditeur, en respectant la privacy, etc., etc. Et donc l'éditeur va pouvoir caractériser un contexte éditorial avec de la donnée autre, sans forcément passer par des cookies. RGPD, on en parle. Sommes-nous vraiment en sécurité? Je vous jure que c'est ça. Non, 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 non. Isabelle, elle est dans le RGPD là. Non, moi je pense qu'au-delà du RGPD, c'est ce que tu disais, c'est la confiance, pardon, qui a été coupé. Non, je pense qu'au-delà du RGPD, le sujet clé, c'est la confiance des consommateurs. Et je pense, dans les dernières années, ce qui s'est passé de plus brutal, c'est Cambridge Analytica. C'est ça le sujet. C'est est-ce qu'à un moment donné, entre la relation marque, consommateur, utilisateur, téléspectateur, abonné, il y a cette confiance. Et donc, je pense, ça c'est mon sentiment, que le fameux one-to-one que j'étais la première à commercialiser il y a maintenant 25 ans, est allé effectivement assez loin, puisque technologiquement, notamment dans le digital, on peut faire des liens avec tout le monde, sans forcément se préoccuper du besoin de celui que l'on cible, dont on suit l'usage, etc. Et je pense que le marché est allé globalement trop loin. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est, je pense, une situation plutôt saine, puisque ça laisse la possibilité d'innover et de proposer des solutions, à l'instar des GAFA, qui permettent effectivement de préserver, je pense, la confiance des utilisateurs, la confidentialité de sa donnée. Voilà. Et je pense que ce sont des éléments importants d'une manière générale pour l'Europe. Alors après, il faut peut-être que le marché se réorganise. Mais le RGPD, ce n'est pas tellement le sujet, à mon avis. Enfin, c'est important, mais c'est surtout la confiance des utilisateurs. Mais je peux poser une question. Confiance, est-ce que ça veut dire compréhension? C'est-à-dire qu'à partir du moment... ce sont deux choses différentes. C'est très difficile d'avoir la compréhension exacte, puisque à force de lassitude de pop-up, on peut aussi se rendre compte qu'à un moment donné, l'utilisateur final, il n'a pas toujours la compréhension. Et un très bon exemple, puisqu'il vient d'arriver, c'est que quand Netflix parle d'elle SVOD à AVOD, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Est-ce que fondamentalement, en tant qu'utilisateur, on se pose la question de dire alors, ma data n'a pas la même valeur dans un monde où j'accepte transactionnellement de payer un abonnement et dans un monde éventuellement financé publicitairement. Et qu'est-ce que je fais vivre dans mon accès au contenu et avec quelles contraintes? Et aujourd'hui, on n'est vraiment pas là, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder n'importe quelle étude dans qu'est-ce qu'est la compréhension de « je suis » le produit, qui est un peu la caricature du monde de la data quand on veut rendre les choses très dark. Et donc, à un moment donné, la vraie question, c'est confiance veut dire aussi pédagogie et éducation, et c'est pas si facile. Oui, mais je pense qu'il faut aller à des choses simples, c'est-à-dire que la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui regardait la télévision sur son canapé il y a 40 ans, elle est quand même capable de comprendre des choses à l'heure du digital. Il y a un moment donné où la simplicité et la transparence sont quand même des éléments clés dans ta relation avec ton client. Non, non, moi je suis d'accord. Je voulais juste, si je peux me permettre, déjà il faut peut-être dire que le RGPD, la réglementation, c'est bien. Hein. C'est clair. Non mais c'est peut-être le sujet de base, c'est bien. Et la question, c'est le nerf de la guerre. non mais c'est bien et en plus c'est pas assez parce que je pense qu'il y a des enjeux éthiques qui font qu'il faut aller au-delà. Il faut quand même se rendre compte qu'en France on a une chance, c'est qu'on a un pays qui est au-delà de la RGPD et de la réglementation qu'on a en place dans ce pays. On est un des pays les plus regardés par rapport à la protection de la donnée privée, de la donnée consommateur-utilisateur.
Et même les pays les plus stricts en Europe et ailleurs dans le monde nous regardent comme un laboratoire de ce qu'il faut faire et de comment on doit appréhender cette réglementation dans le respect de la vie privée de chacun. C'est pas celui qu'on fait le plus qui a raison nécessairement, toujours. Hein, mais, Non, mais on est quand même une référence. Il faut quand même en être conscient. Mais en l'occurrence, parce que là, on se focalise sur le consentement, alors que le RGPD, c'est quand même beaucoup plus large et ça met en cause d'autres éléments qui sont beaucoup plus, à mon avis, impliquants d'un point de vue business que le seul consentement. Où nous, c'est un sujet, comme je disais, le grand public, etc. Et donc, on est un peu éloigné de l'écosystème publicitaire au quotidien. Ce qui fait que, quand je disais tout à l'heure qu'on a été... nous, on a suivi les recommandations de la CNIL de manière un peu stricte, parce que, alors, la France est un marché super contrôlé et les opérateurs sur le marché français sont super contrôlés. Donc, on est plutôt conservateur sur l'approche du RGPD, sur les bases légales qu'on peut exploiter, hein, parce que comme tu disais, il n'y a pas que le consentement, il y en a 6. Hein, donc, moi, je pense que l'intérêt légitime, ça pourrait être recevable pour faire vivre les éditeurs, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, le débat que j'ai eu avec des acteurs de l'IAB en disant, quand je refuse, moi, j'ai un truc que j'ai découvert, tout refuser, c'est pas tout refuser en fait, c'est je refuse le consentement. Par contre, tout l'intérêt légitime s'applique. Ça, je comprends, quand tu es éditeur, tu veux vivre, tu te dis, je vais faire le consentement et puis je prends la base légale de l'intérêt légitime pour quand même faire de la pub. Tu as beaucoup d'éditeurs en France qui sont toujours sur l'intérêt légitime? Alors, ça a bougé. Mais il y a 3-4 ans, ils étaient tous sur l'intérêt légitime. Ils étaient en consentement. Parce que tu avais 2-3 groupes médias en Allemagne qui avaient montré la voie, voilà. Et que du coup, les 2-3 gros groupes en France sont... Mais si tu regardes sur le papier... Non, mais la plupart... parce que moi, j'ai filtré la liste des vendeurs IAB sur les box. J'ai 100 vendeurs IAB. Parce que j'en ai gardé que les Français, etc. Et ceux que je considérais avec lesquels on va travailler en programmatique ou les chaînes qui sont. Parce qu'on connaît le consentement pour nous et pour les chaînes. À titre pro ou perso sur ta box? Pardon. Sur la box de Bouygues Télécom, on a filtré. On a une CMP. Oui. On a Safebox qui est notre CMP. On a mis en place les écrans. On a mis. D'ailleurs, je crois qu'on était les premiers. Pour le coup, je fais la promo. On était le premier opérateur en Europe à avoir une CMP IAB sur l'IAB Framework. Voilà, sur nos box Android. Et quand on a pris les vendeurs, où il y en a 800, il y en a 1000, je crois. On a élagué parce qu'il y a des gens qui sont dans des pays exotiques ou européens, mais qui ne sont pas sur des box Bouygues. Et quand tu vois toute cette complexité-là, tu te dis, c'est normal que le grand public, des fois, il ne comprend pas. Le fait qu'en tant qu'éditeur, il apparaissait à peu près logique que grâce à ce système-là, certains éditeurs puissent commencer à élaguer selon des principes qui sont ceux du légal et du positionnement légal des vendeurs qu'il y a autour de la table et du business. D'accord ? C'est deux logiques qui sont hyper importantes de comprendre en termes de positionnement. Sauf que la réalité, très peu d'éditeurs ont décidé, à travers l'analyse de cette vendor list, de finalement couper ou en fonction d'un positionnement juridique et business, de pouvoir voir qui peut apporter quoi et finalement se dire ma valeur incrémentale, elle vaut la peine et donc je vais travailler dans un écosystème un peu plus fermé. Et c'était leur donner cette possibilité-là. Et en fait, l'activation, elle est encore très limitée. C'est en cours, mais work in progress. En fait, sous une super bonne intention en fait, de protéger le consommateur final, c'est comme l'intention un peu sacrée du jeu. En fait, on a encore plus faussé les cartes entre les grandes plateformes où l'expérience paraît encore plus smooth par rapport en fait, à une multitude d'écrans, de validés, des pop-up, etc. Et je me souviens je me souviens de cette pub là de Apple qui m'a beaucoup marqué avec le mec qui te suit qui est insupportable et après tu as toute une horde qui te suit. Voilà, donc sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux le dire on-off ou on, je veux dire que sur des réseaux sociaux, je me fais cibler comme jamais avant. Avec, même si le nick c'est le cas, j'ai discuté, je sais pas, de meilleur champagne avec tes copains et 1 heure plus tard, j'ai des pubs de champagne sur mon téléphone. Peut-être c'est vraiment juste ma perception sous-consciente. Mais voilà, donc en tout cas, ça fait un peu flipper le ciblage. Et en plus, la qualité des pubs, franchement, entre les attrape-mouches et les sociétés à chemise hawaïenne, quand je regarde ce Trustpilot en fait, qui était créé il y a 1 mois, ça devient n'importe quoi. Mais n'importe quoi.
Et donc, à côté de ça, toi, tu essaies de monter un business model sur la pub aussi, parce qu'on a un éditeur à l'opposition de beaucoup d'autres éditeurs qui lâchent la pub parce que c'est tellement compliqué, qui disent que vous savez quoi, c'est fini la pub, on fait que l'abonnement, parce qu'on a une belle marque et on investit dans la rédaction et fin de l'histoire et je passe dans toutes les conférences. Mais là se repose une question sociétale. Est-ce qu'on doit avoir une société où tout contenu fait par des journalistes avec une carte presse, avec des sociétés qui payent les impôts en France, doit être payant? Dans un monde où peut-être aussi, voilà, le grand public a le droit d'être informé sans racler 8 € par mois, ben, ça se pose une vraie question. Hein. Et ça, c'est un Ça problème pose une de vraie question. démocratie et de souveraineté. Je pense qu'il y a encore des choses à dire. Mais est-ce que Stéphane, moi j'ai une question pour toi, parce que pour t'entendre un peu, est-ce que tu as le sentiment comme moi que de toute manière cette réglementation sur la donnée privée, elle va devenir de plus en plus stricte? C'est juste le sens de l'histoire en fait. Et c'est bien. Alors après, il faut le faire correctement. Je pense que ça pose des vrais problèmes de... Et équitablement. Je pense que l'intérêt philosophique de maintenir la liberté d'action, de pensée, enfin, c'est toutes nos valeurs en Europe. C'est noble. Moi, je pense que ce qui me gêne un peu, c'est que, ok, c'est noble, mais ça a été un peu travesti, et je le dis, ça ne sera pas off, par les gauchistes allemands. C'est qu'en fait, la GDPR a été introduite, et c'est pas par des acteurs écologistes gauchistes allemands qui ont poussé très très loin les exigences. Et donc ça nous est un peu tombé dessus partout en Europe, à un moment où peut-être on n'était pas prêt pour ça, même si ça correspond à nos valeurs. Je ne le remets pas en question, je pense que c'est assez fondamental qu'on ait mis ça en place. Mais on s'est créé des contraintes. Enfin, objectivement, on s'est quand même créé des contraintes. Alors, j'espère que ça va nous servir. J'espère que ça ne va pas nous desservir. Et c'est certainement qu'un début, parce que dans l'univers, il y a d'autres univers. On n'a pas encore parlé, mais je pense que l'univers médical, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'univers médical. Après ce qui s'est passé, il y a beaucoup de données dans le médical et on sait qu'il y a des gros enjeux dans le médical. C'est peut-être une digression, mais je la trouve amusante. Tout le monde parle de l'Apple Car, mais je pense qu'il y a peu de gens qui ont compris les investissements d'Apple depuis 10 ans pour racheter des sociétés dans l'univers du médical et racheter des brevets dans la data du médical. Demain, vous aurez peut-être tous une Apple Watch, pas parce que vous aimez Apple, parce que Apple pourra vous garantir qu'il vous offre 10 ans de plus de vie. Parce qu'ils auront toute la data pour vous le dire. Voilà, parce qu'ils vous suivront tous les jours. Ils sauront des choses. Là, on touchera vraiment à quelque chose qui sera dur à refuser. Aujourd'hui, je pense que la majorité des consommateurs, ils en ont marre des pop-up. Enfin, si on trouvait un système qui permette de maintenir un usage sain des données et qu'on soit tous sécurisés sur le fait que les données personnelles sont préservées, je pense qu'on s'en sentirait mieux, mais c'est pas facile. Voilà. Le moins tu as la data, le plus tu es maladroit. Attention. Après, ce qui est difficile, c'est de revenir sur 20 ans de marketing et de pub avec des méthodes de pensée, des méthodes de ciblage, des technologies, etc. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que maintenant, alors certains disent on revient 20 ans en arrière, ça je ne le pense pas. Mais je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut changer. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a été habitué à cibler, ultra cibler. Et ce qu'impose le RGPD, ou en tous les cas, la nécessité de respecter une confiance avec l'utilisateur, etc., c'est peut-être d'avoir un état d'esprit un petit peu différent qui rend les choses peut-être un petit peu plus compliquées en termes de technologie. Mais qui, alors après il faut le démontrer, doit être normalement aussi efficace en termes d'atteindre des objectifs. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer. Dans l'esprit, c'est super. L'application est compliquée. Et c'est vrai qu'il y a une problématique d'avoir un truc simple, en fait. De trouver, en fait, un juste milieu entre de la simplicité pour que les gens soient en capacité, justement, à avoir un consentement libre et éclairé, et en même temps, que ce ne soit pas une machine à gaz qui, à la fin, ça fait des pop-up partout, ça fait une fatigue, et donc les gens, en fait, ne réfléchissent plus. Je pense que maintenant... Donc l'idée est bonne, mais c'est peut-être la mise en place qui est un peu complexe. En tout cas, qu'il faudrait améliorer, peut-être. C'est peut-être pas...
Après, c'est normal aussi de lancer quelque chose et puis. Parce qu'aux États-Unis, ils ont un problème différent du nôtre, c'est qu'ils s'y prennent État par État. Donc, c'est déjà, comme ils si vont nous, on pas- a fait une réglementation. Non, mais les États-Unis, déjà, ils peuvent regarder ce qui s'est passé en Europe pour savoir ce qu'ils adaptent. Hein. Je pense qu'ils feront un truc peut-être plus pragmatique. Je vous fais juste une petite anecdote sur la publicité digitale dont les contraintes par la RGPD font absolument partie de notre quotidien à tous. Devient en fait, le niveau est tellement monté en complexité, en exigence, en besoin de s'équiper à la fois en techno, à la fois en lawyer, à la fois en expert de monétisation, en data scientist, etc., que en fait, tout le monde, à partir d'une certaine taille, ou en dessous d'une certaine taille, ne peut plus jouer en fait dans ce jeu. D'accord ? Donc nous, on le vit avec une offre qu'on a lancée, qui est, alors, je fais la pub, c'est juste une prise en régie pour les éditeurs tiers. En fait, au début, quand on parle entre éditeurs en régie, c'est très compliqué au niveau d'ego d'accepter que je me fasse monétiser par quelqu'un d'autre. Mais en fait, le plus le temps avance, le plus les appels rentrants deviennent plus faciles parce que les gens disent qu'on considère que la partie publicité digitale ne fait plus partie de notre cœur de métier. On se concentre sur le paywall et le contenu. D'ailleurs, d'abord sur le contenu, ensuite sur le paywall. Et c'est tellement complexe et c'est tellement galère. Faites-le bien pour nous et voilà, on va s'arranger. Et donc ça, à la fois, ok, c'est une opportunité de business pour nous, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'à la fin, si ça continue comme ça, seulement des mastodons ou encore une plus grande centralisation ou concentration de marchés nationaux et à terme européens. Donc à la fin, il va rester plus beaucoup de gens qui peuvent opérer en fait cette complexité. C'est ça la conséquence. C'est effectivement assez intéressant de vivre un dîner où on s'écoute parler. Enfin, on écoute les gens parler. Et on ne se coupe pas. Et effectivement, ça a une autre saveur, en plus effectivement du cadre et puis de ce qu'on nous a servi. Sur la data, bon, j'aurais plein de choses à dire, mais moi j'ai gardé deux choses en tête. Pour moi, je suis très engagé dans l'idée que la diversité est essentielle à un futur qui soit désirable. Et je pense que ça peut paraître antinomique, mais je pense que la publicité permet la diversité. Parce que la publicité permet d'aller prendre l'argent quelque part dans des poches d'entreprises qui ont besoin de ça pour exister, pour se faire connaître, pour aussi animer un marché, une économie. Et que ça permet vraiment beaucoup de personnes d'avoir accès à des divertissements, d'avoir accès à de la communication, d'avoir accès à de l'information. Et donc diversité et publicité, et donc data, c'est consubstantiel, il ne faut pas l'oublier, parce que parfois, effectivement, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, j'étais peut-être un peu fort, je suis vraiment certain que la GDPR, c'est essentiel, c'est important, mais il ne faut pas non plus dévoyer des pensées qui sont un peu libertaires et opposer diversité et publicité. Je pense que ça serait faux. C'est-à-dire que si on allait à zéro publicité, on aurait un grand danger pour la diversité. Moi, j'ai appris pas mal de choses également ce soir. Et notamment sur le fait qu'on sait qu'on est dans un univers complexe et ça fait quand même tous autour de cette table au moins une dizaine d'années, voire plus, qu'on est dans cette industrie. Et on a vu cette industrie se complexifier. En fait, on peut se dire, ce sujet, il est peut-être pas important ou pas intéressant pour le grand public, la data. Mais en fait, je pense qu'il l'est vraiment parce que comme ça a été évoqué dans pas mal de discussions, il y a des thèmes presque philosophiques de la portée des actions qu'on peut avoir vis-à-vis de cette donnée de consommateurs, d'utilisateurs, d'internautes. Qu'est-ce qu'on peut en faire quelle éthique on peut avoir. Et je trouve que rien que pour ces raisons-là, ça vaut le coup de se voir et d'en parler, de manière à montrer au grand public aussi qu'on n'est pas juste là à faire des revenus publicitaires et pour des objectifs très court-termistes de faire des ventes. Il y a ça, et puis c'est ce qui fait tourner l'économie mondiale, il faut se le dire, mais c'est quand même bien qu'il y ait des technologies et des personnes qui savent de quoi elles parlent autour de la table pour élaborer cet écosystème et faire en sorte qu'il fonctionne bien et pour tout le monde et dans le respect de toutes les règles éthiques déjà ou philosophiques qu'on peut vouloir aborder. Donc moi j'étais très content de vous recevoir, je voulais vous remercier.
L'essentiel, c'était de passer un bon moment. J'espère que c'était bien. Moi, pour ma part, j'ai vraiment apprécié. Merci pour l'invitation. Ouais, J'ai un vraiment- grand merci. ouais. On J'ai va vraiment passer un trouvé bon sympa que moment. vous jouiez le jeu. choisi. Ouais, c'est vrai. Vous étiez les premiers et je suis vraiment très, très content que vous ayez pu être, de vous avoir rassemblés autour de cette table. Merci à vous.